C'est le climato-scepticisme 2.0, il est pervers, parce qu'en fait, on ne nie pas que le climat se réchauffe, mais on va chercher à être clivant sur chaque levier d'action. Podcaster star Joe Rogan, soutien de Donald Trump dans cette élection, et le vice-président de Trump, J.D. Vance. Sur ce podcast bien plus influent que toutes les chaînes de télé américaines, voilà ce qu'on a pu entendre, et c'est un bon résumé. Il n'y a pas vraiment, pour Joe Rogan, de réchauffement du climat, et pour J.D. Vance, la solution va venir des technologies. It's one of those things that, again, is much like a religion, where you must stay with the doctrine. You must follow it by the word. Because if you step out of line and say, actually, when you look at these studies, it doesn't really show that the world is warming. It shows that over the last X amount of thousands of years, we're in a gradual cooling period, and that what's really terrifying is global cooling. The periods in history where we came very close to extinction are like when there's an ice age. Yes. Like those are the most terrifying. That's right. When there's global warming, you just move to where it's not so warm, and that's what people have done forever. Well, and you deal with it technologically, right? This is the thing, that the solution to global warming, for however long this warming trend lasts, is to deal with it technologically, right? I mean, if you look at the number of people who die from disasters in the United States, it's going down because we've gotten better at predicting stuff and helping people deal with things. And of course, you still have terrible things like Hurricane Helene, but they are luckily part of a downward trend in people losing their lives from terrible storms. Valérie Masson-Delmotte, j'ai choisi cet extrait, je l'ai choisi vraiment parce que je trouve qu'il résume assez bien, finalement, beaucoup de sujets qui sont évoqués en ce moment, non seulement par les conservateurs américains, mais qu'on entend parfois aussi tout simplement à la télévision ici ou sur certaines chaînes YouTube. Pas de réchauffement climatique, en fait ça se refroidit, nous dit Joe Rogan. La technologie va nous sauver, dit J.D. Vance. Et l'argument que finalement les catastrophes climatiques ne sont pas si importantes que ça aujourd'hui. Donc c'est un bon condensé là. Qu'est-ce qu'en scientifique, vous répondez, là encore, de façon condensée? La première attaque la plus grave, c'est faire croire que c'est une religion. C'est détourner le regard des faits scientifiques auxquels contribuent les scientifiques américains et les autres, et qui montrent cette rupture du réchauffement actuel, où pour la première fois en 2024, on a dépassé 1,5 degré de réchauffement par rapport au climat pré-industriel. On voit une aggravation aux États-Unis et ailleurs. Des vagues de chaleur, des sécheresses agricoles, des conditions propices aux incendies, enfin, c'est quand même spectaculaire, des pluies extrêmes, et une accélération de la montée du niveau de la mer. Et tout ça est inédit sur plusieurs milliers d'années. Donc là, c'est un rideau de fumée. Il fait référence aux variations naturelles pour s'appuyer finalement sur le manque de connaissances de base de son auditoire, de son audience. Ensuite, il y a le fait de minimiser complètement la compréhension scientifique de l'influence humaine sur le climat. Aucun facteur naturel, aucun. Pourtant, on les regarde tous attentivement, n'explique cette accumulation de chaleur. C'est dû aux conséquences des activités humaines, c'est pas éphémère. La poursuite des émissions de gaz à effet de serre va entraîner des risques graves qui touchent à la sécurité alimentaire, la sécurité d'approvisionnement en eau, au bien-être en fait, au bien-être des Américains comme tous les autres. Et tout ça est passé sous silence. Donc c'est vraiment la méthode de l'écran de fumée. Et puis, derrière ça, il y a un glissement assez rhétorique, assez étonnant, où finalement très vite on dit oui mais ça existe quand même. On ne sait pas pourquoi, mais ça existe quand même. Et la seule solution, c'est technologique. Et donc on voit ce côté d'obscurantisme technophile que je décrivais, et qui finalement minimise tout le travail qui est nécessaire par rapport aux écosystèmes, leur dégradation, et par rapport au mode de vie, aux transformations également. Stéphane Foucard, peut-être un petit mot sur cet extrait si vous avez envie, et surtout cet argument, finalement, donc il y a en effet l'argument de la religion, et ça il revient tout le temps. On va voir une vidéo tout à l'heure d'un youtubeur français, pareil, ça revient, c'est une religion, c'est un mantra, c'est une doctrine, ce que nous dit Joe Rogan, et aussi cet argument finalement qu'on entend tout le temps, y compris d'ailleurs on l'entend parfois dans nos familles, à certains repas. En fait, ça se refroidit. Ouais. Votre livre, il travaille sur la circulation et la construction de ces idées. Comment expliquer que ça reste une idée reçue aussi importante? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent ce discours et puis il y a des gens qui, de bonne foi, peuvent se dire « Ok, bah peut-être ». En fait, historiquement, c'est un discours qui, c'est cette espèce de mantra sur en fait, ça se refroidit. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, en fait, on voit même qu'ils ont un problème de logique interne quand même assez sévère. C'est-à-dire que ça se refroidit, donc ça se réchauffe pas, mais quand même, on va régler le problème avec la technologie. Mais enfin, qu'est-ce qu'on
a à régler si ça se refroidit. C'est pas, enfin bref. Et en fait, ça remonte assez loin. Ça remonte à la fin des années 80. C'est quelque chose qui est raconté par deux historiens des sciences, Naomi Oreskes et Eric Conway, dans un livre célèbre qui s'appelle Les Marchands de doute. Et donc, dès la fin des années 80, quand James Hansen, donc le grand climatologue de la NASA qui est aujourd'hui en retraite, fait cette déclaration devant cette commission du Sénat en expliquant que ça se réchauffe, c'est à cause du réchauffement et que ça ne va pas s'arrêter, immédiatement, il y a une sorte de contre-discours qui se met en branle et où on essaye de trouver des stations météo isolées, et on compile ces espèces de petites courbes en montrant des refroidissements. Et alors, quand les gens ne savent pas comment fonctionne la science et encore moins la climatologie, voir une courbe avec quelque chose qui descend, ça fait une forte impression. C'est une courbe qui existe et qui est publiée quelque part, donc ça veut dire quelque chose. Et ça va être à intervalles de temps réguliers systématiquement remis en circulation dans l'espace public, jusque par exemple dans les années, à la fin des années 90, il y a eu en 98 comme ça un très fort épisode de réchauffement dû à un épisode El Niño, donc un cycle naturel, et on a vu une sorte de stagnation, mais qui n'était pas forcément très étonnante, et qui était juste le fait qu'en 98, il y avait eu cet énorme réchauffement très marqué. Et on a vu, et de la même manière, revenir ce discours sur en fait, ça ne se réchauffe pas, il y a une pause, ça se refroidit peut-être un petit peu, il y a une tendance un petit peu sur le déclin, etc. Et ce genre de choses, en fait, ça ne sédimente jamais, en fait, ça ne retombe jamais. C'est systématiquement, perpétuellement remis en circulation. Et ça marche aussi parce que ces éléments de langage, ils sont diffusés, ils sont disséminés avec une sorte de vernis scientifique, avec un discours qui ressemble un petit peu à de la science. Si on devait résumer à très gros traits, quelles sont les armes rhétoriques ou les choix faits par ces cercles pour tenter de convaincre ou d'orienter l'opinion? Parce qu'on se rend compte que on n'est pas au niveau de ce qu'on a vu là avec Joe Rogan par exemple, c'est pas nier complètement la réalité des études scientifiques, c'est prendre des aspects de certaines études scientifiques, mais nous raconter une autre histoire avec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors oui, et pour l'expliquer, je pense qu'il faut d'abord, je pense, tordre le cou à une idée reçue, qui est que quand vous avez une bonne culture scientifique, là, je vais me fâcher peut-être un petit peu avec Valérie, mais quand vous avez une bonne culture scientifique, ça vous donne les armes intellectuelles pour bien comprendre la science climatique, la manière dont on construit de la connaissance, la manière dont on construit un consensus, la manière dont on prend une décision à partir de ce consensus, etc. Et moi, je crois que ça n'est pas du tout vrai, et que la culture scientifique, la connaissance scientifique un peu générale que les gens peuvent avoir, elle peut très bien être retournée. Et historiquement, on le voit, tous les grands mouvements d'attaque des savoirs constitués, que ce soit le changement climatique, la chute de la biodiversité, mais aussi le lien entre le VIH et le sida, par exemple, ou tout un tas de choses, en fait, on se rend compte, quand on étudie un petit peu la manière dont ces controverses se sont dispersées dans la société, que leur cheville ouvrière, essentiellement, c'était les scientifiques. Et on le voit par exemple avec le changement climatique. Les gens qui ont porté ça en France autour de 2005, 2006, 2007, c'était des scientifiques, c'était des grands scientifiques. Alors, c'était pas des spécialistes du climat, évidemment, mais c'était des gens qui étaient capés, c'était des gens qui étaient à l'Académie des sciences, qui avaient la médaille d'argent ou médaille d'or du CNRS. C'était pas des gourous de secte ou je ne sais quoi. Kary Mullis, prix Nobel de chimie, a été aussi une des chevilles ouvrières de toutes les controverses fabriquées sur le lien entre le VIH et le sida. Enfin, on peut multiplier les exemples à l'infini. Et donc, ce que font ces mouvements dont vous parlez, dont on parle dans le livre, dans Les Gardiens de la Raison, c'est qu'ils utilisent tout un tas d'éléments de langage, de réflexes culturels des communautés savantes, et ils retournent ça contre les savoirs constitués. Par exemple, un exemple très simple. Un exemple, ouais. Alors, un exemple très simple. Vous avez un produit phytosanitaire, un pesticide, par exemple, on le répand à tel endroit, et puis on voit qu'à tel endroit, il y a tout un tas de maladies, en particulier des maladies qui sont spécifiquement associées au pesticide, qui apparaissent. Et quelqu'un qui utilise l'apparat de la science, qui instrumentalise le discours scientifique, va vous dire, mais corrélation n'est pas causalité. Et c'est vrai, corrélation n'est pas causalité. Mais en fait, en disant ça, il y a une sorte d'arnaque intellectuelle qui est très simple, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, dans la vie réelle, d'obtenir une preuve formelle, scientifique, de causalité. On ne peut avoir que des corrélations. Et si on regarde le reste de la littérature scientifique sur le sujet, et qu'on se rend compte que ce produit spécifiquement qui a été utilisé à cet endroit, il est en laboratoire, ou je ne sais quoi, associé à des maladies comparables chez l'animal, bon alors c'est pas une causalité formelle, mais ça lui ressemble quand même beaucoup. Et ça
suffit probablement à prendre des mesures pour régler le problème. Et en fait, ce genre de mantra, corrélation n'est pas causalité, il faut gérer les problèmes rationnellement, ne faites pas peur. Voilà, ne pas faire peur, etc., etc. Ça fait partie de tout cet arsenal rhétorique qui est mis en circulation et repris par la presse conservatrice, en tout cas en France, pour faire valoir un certain nombre de choses, pour évacuer la précaution, la prévention et en fait laisser un blanc-seing à l'industrie. Pour dire les choses que vous voulez rebondir. Et d'ailleurs, en fait, tout à l'heure dans l'interview avec Vance, ce qui était discuté, c'était finalement l'adaptation à un climat qui change. Mais toutes ces personnes qui nient la réalité du réchauffement, la gravité de la situation, la capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles passent sous silence des choses importantes. L'adaptation, elle n'est pas acquise. On ne sait pas encore chiffrer les coûts. On est certain qu'il y a des limites aux options qui permettent de limiter les risques dans un climat qui se réchauffe. Par exemple, il y a une chaleur extrême qui fait que juste on ne peut plus faire d'activité physique en extérieur. Ou bien, quand on manque d'eau, ce n'est pas la technologie qui permettra de créer de l'eau là où on a des vraies contraintes sur les ressources en eau. Comment se protéger d'inondations composites, la mer qui monte, et la même tempête qui fait des pluies extrêmes à terre, quand on parle du reste, ou on une parle submersion. Pas de tout ça. Comment on fait pour gérer ça? Et c'est pas la digue seule. Voilà. Et donc du coup, on voit bien que c'est un rideau de fumée qui empêche d'avoir des délibérations démocratiques sérieuses par rapport aux choix importants qui doivent être mis en œuvre. Et rapidement, et pendant que nous pouvons encore avoir ces conversations. Voilà. Et c'est le climato-scepticisme 2.0, il est pervers, parce qu'en fait, on ne nie pas que le climat se réchauffe, mais on va chercher à être clivant sur chaque levier d'action. On va essayer de détourner l'attention des mécanismes démocratiques nécessaires. On a besoin de délibérer sur les sujets climat, mais vous avez certainement observé comme moi qu'au moment des récentes élections, en France par exemple, ou aux États-Unis, ça n'a pas été un point de délibération. Et même Kamala Harris ne parlait pas du tout du climat et Donald Trump en parlait dans les termes qu'on sait, en niant la crise climatique. On enlève la capacité de délibérer aux sociétés démocratiques, on en fait soit un sujet technique, soit un non-sujet. Et pour moi, c'est la pire menace par rapport à la place des faits scientifiques et par rapport à la place des choix de société.